À la recherche du temps perdu en roman photo. C'était une façon étrange de parler de la recherche, mais vous verrez, c'est un roman et ce sont des photos. Le premier volume de la recherche, c'est Du côté de chez Swann, Combray 1. Il est question d'un narrateur qui est aussi un dormeur et qui se réveille la nuit et qui évoque ses chambres d'autrefois et ses souvenirs, en particulier quand il était enfant à Combray. C'est un jeune homme qui est très sensible et qui se retrouve. Donc Combray, c'est un petit village qui est près de Chartres. Et on va le voir dans ses souvenirs. Et Du côté de chez Swann, contrairement au reste du roman, il parle à la première personne. Il raconte son enfance. Et moi, quand je vous raconterai, je prendrai aussi la première personne comme si j'étais ce narrateur. Quant aux illustrations, vous verrez, elles sont d'une artiste proustienne qui s'appelle Agranska Krolik, et il y aura des photos du village de Combray en particulier. Alors, grâce à le début du roman, c'est moi, puisque je parle à la première personne, je m'éveille dans ces chambres d'autrefois et j'écris l'incipit le plus connu de la littérature française, c'est « Longtemps je me suis couché de bonne heure ». Alors il sera question beaucoup des souvenirs dans la maison de Tante Léonie, dont vous voyez la photo, c'est-à-dire ici, elle est à Illiers-Combray, puisque c'était le village d'Illiers qui est devenu Illiers-Combray et qui est devenu un musée. Et là, c'est l'illustration de cette grand-tante qui est la Tante Léonie. Vous voyez, maison de Tante Léonie, musée Marcel Proust. On avait installé dans ma chambre une lanterne magique parce que je m'ennuyais, mais quand l'heure du dîner sonnait, et vous voyez, alors la lanterne magique et une projection, je me précipitais dans les bras de ma mère, sous l'œil de sa propre mère, ma grand-mère, que j'aimais beaucoup aussi. Ma grand-mère, d'ailleurs, qui était adorée, elle-même aimait beaucoup la nature, et à Illiers-Combray, comme vous voyez, une photo du village actuel, eh bien, il y a beaucoup de verdure. Ma grand-mère lisait beaucoup, et en particulier toujours Madame de Sévigné. Mais dans cette maisonnée des vacances, il y avait pas mal de personnages qui défilaient. Il y avait Monsieur Swann, un voisin de campagne. Vous voyez maman et Françoise, la cuisinière de la Tante Léonie. Et là, ce sont mes parents, dessinés toujours par Agranska Krolik. Mais parmi ces personnages, celui qui sera important, c'est Swann. Pendant bien des années, où pourtant M. Swann vint souvent les voir à Combray, ma grand-tante et mes grands-parents ne soupçonnèrent pas qu'il ne vivait plus du tout dans la société qu'avait fréquentée sa famille, et que sous l'espèce d'incognito qui lui faisait chez nous ce nom de Swann, ils hébergeaient, avec la parfaite innocence d'honnêtes hôteliers qui ont chez eux, sans le savoir, un célèbre brigand, un des membres les plus élégants du Jockey Club, ami préféré du comte de Paris et du prince de Galles, un des hommes les plus choyés de la haute société du faubourg Saint-Germain. L'ignorance où nous étions de cette brillante vie mondaine que menait Swann tenait évidemment en partie à la réserve et à la distraction de son caractère, mais aussi à ce que les bourgeois d'alors se faisaient de la société une idée un peu hindoue et la considéraient comme composée de castes fermées où chacun, dès sa naissance, se trouvait placé dans le rang qu'occupaient ses parents et d'où rien, à moins des hasards d'une carrière exceptionnelle ou d'un mariage inespéré, ne pouvait vous tirer pour vous faire pénétrer dans une caste supérieure. Monsieur Swann, le père, était agent de change. Le fils Swann se trouvait faire partie pour toute sa vie d'une caste où les fortunes, comme dans une catégorie de contribuables, variaient entre tel et tel revenu. La cuisinière de Tante Léonie s'appelle donc Françoise,
et elle jouera tout au long de la recherche jusqu'à la fin un rôle très important. Un soir où M. Swann était venu dîner avec ma famille, on m'envoya me coucher très tôt sans que je puisse embrasser ma mère en public. Je décidai alors d'attendre à tout prix ma mère pour avoir son baiser. Ma mère ne vint pas. Les emménagements pour mon amour-propre, elle me fit dire par Françoise ces mots « Il n'y a pas de réponse ». Je me couchai et je fermai les yeux en tâchant de ne pas entendre la voix de mes parents qui prenaient le café au jardin. Mais au bout de quelques secondes, je sentis qu'en écrivant ce mot à maman, en m'approchant au risque de la fâcher, si près d'elle que j'avais cru toucher le moment de la revoir, je m'étais barré la possibilité de m'endormir sans l'avoir revue. Et les battements de mon cœur, de minute en minute, devenaient plus douloureux, parce que j'augmentais mon agitation en me prêchant un calme qui était l'acceptation de mon infortune. Tout à coup, mon anxiété tomba. Une félicité m'envahit comme quand un médicament puissant commence à agir et nous enlève une douleur. Je venais de prendre la résolution de ne plus essayer de m'endormir sans avoir revu maman, de l'embrasser coûte que coûte, bien que ce fût avec la certitude d'être ensuite fâché pour longtemps avec elle quand elle remonterait se coucher. Le calme qui résultait de mes angoisses finies me mettait dans une allégresse extraordinaire, non moins que l'attente, la soif et la peur du danger. J'ouvris la fenêtre sans bruit et m'assis au pied de mon lit. Je savais que le cas dans lequel je me mettais était de tous celui qui pouvait avoir pour moi de la part de mes parents les conséquences les plus graves. Quand j'irais me mettre sur le chemin de ma mère au moment où elle monterait se coucher et qu'elle verrait que j'étais resté levé pour lui redire bonsoir dans le couloir, on ne me laisserait plus rester à la maison. On me mettrait au collège le lendemain, c'était certain. Eh bien, dussé-je me jeter par la fenêtre 5 minutes après, j'aimais encore mieux cela. Ce que je voulais maintenant, c'était maman, c'était lui dire bonsoir. J'étais allé trop loin dans la voie qui menait à la réalisation de ce désir pour pouvoir rebrousser chemin. J'entendis les pas de mes parents qui accompagnaient Swann. Et quand le grelot de la porte m'eut averti qu'il venait de partir, j'allai à la fenêtre. Ma mère ouvrit la porte treillagée du vestibule qui donnait sur l'escalier. Bientôt, je l'entendis qui montait fermer sa fenêtre. J'allai sans bruit dans le couloir. Mon cœur battait si fort que j'avais de la peine à avancer, mais du moins il ne battait plus d'anxiété, mais d'épouvante et de joie. Je vis dans la cage de l'escalier la lumière projetée par la bougie de maman. Puis je la vis elle-même. Je m'élançai. À la première seconde, elle me regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé. Puis sa figure prit une expression de colère. Elle ne me disait même pas un mot, et en effet, pour bien moins que cela, on ne m'adressait plus la parole pendant plusieurs jours. Si maman m'avait dit un mot, ça aurait été admettre qu'on pouvait me reparler. D'ailleurs, cela peut-être m'eût paru plus terrible encore, comme un signe que devant la gravité du châtiment qui allait se préparer, le silence, la brouille eussent été puérils. Mais elle entendit mon père qui montait du cabinet de toilette où il était allé se déshabiller et, pour éviter la scène qu'il me ferait, elle me dit d'une voix entrecoupée par la colère « Sauve-toi, sauve-toi! Comment ton père ne t'est pas vu ainsi, attendant comme un fou ?» Mais je lui répétais « Viens me dire bonsoir !» Terrifié, en voyant que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur, mais aussi usant de son approche comme d'un moyen de chantage, et espérant que maman, pour éviter que mon père me trouvât encore là si elle continuait à refuser, allait me dire « Rentre dans ta chambre, je vais venir ». Il était trop tard. Mon père était devant nous. Sans le vouloir, je murmurai ces mots que personne n'entendit. « Je suis perdu ». Il n'en fut pas ainsi.
Mon père me refusait constamment des permissions qui m'avaient été consenties dans les pactes plus larges octroyés par ma mère et ma grand-mère, parce qu'il ne se souciait pas des principes et qu'il n'y avait pas avec lui de droit des gens. Pour une raison toute contingente, ou même sans raison, il me supprimait au dernier moment telle promenade si habituelle, si consacrée, qu'on ne pouvait m'en priver sans parjure, ou bien, comme il avait encore fait ce soir, longtemps avant leur rituel, il me disait « Allons, monte te coucher, pas d'explication ». Mais aussi, parce qu'il n'avait pas de principe dans le sens de ma grand-mère, il n'avait pas à proprement parler d'intransigeance. Il me regarda un instant d'un air étonné et fâché, puis, dès que maman lui eut expliqué en quelques mots embarrassés ce qui était arrivé, il lui dit « Mais va donc avec lui, puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir, reste un peu dans sa chambre, moi, je n'ai besoin de rien. » Mais mon ami, répondit timidement ma mère, que j'ai envie ou non de dormir ne change rien à la chose. On ne peut pas habituer cet enfant. Mais il ne s'agit pas d'habituer, dit mon père en haussant les épaules. Tu vois bien que ce petit a du chagrin. Il a l'air désolé, cet enfant. Voyons, nous ne sommes pas des bourreaux. Quand tu l'auras rendu malade, tu seras bien avancé. Puisqu'il y a deux lits dans sa chambre, dis donc à Françoise de te préparer le grand lit et couche pour cette nuit auprès de lui. Allons, bonsoir. Moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust en roman photo illustré par Agranska Krolik. Deuxième épisode, c'est À l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est le deuxième volume des 7 volumes que comporte La Recherche. Première partie, autour de Madame Swann. Les parents du narrateur, Marcel, reçoivent Monsieur de Norpois, un diplomate, à dîner. Avant de quitter la maison, il dit à ma mère « Tâche d'avoir un bon dîner. Tu te rappelles que je dois ramener de Norpois ?» Ma mère ne l'avait pas oublié. Et depuis la veille, Françoise, heureuse de s'adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée d'ailleurs par l'annonce d'un convive nouveau et sachant qu'elle aurait à composer selon des méthodes sues d'elle seule du bœuf à la gelée, vivait dans l'effervescence de la création. Comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même au Halles se faire donner les plus beaux carrés de rumsteak, de jarret de bœuf, de pied de veau, comme Michel-Ange passant 8 mois dans les montagnes de Carrare à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. Françoise dépensait dans ses allées et venues une telle ardeur que maman, voyant sa figure enflammée, craignait que notre vieille servante ne tombât malade de surmenage comme l'auteur du Tombeau des Médicis dans les carrières de Pietrasanta. Le narrateur pose des questions à Monsieur de Norpois sur les Swann. Norpois se révèle être une vraie langue de pute. Il parle du ménage de Swann et du ménage Swann et aussi de Bergotte, le grand écrivain qu'appréciait énormément le jeune narrateur, avec mépris, quoiqu'il soit souvent invité par Odette. Une fois le marquis parti, la mère félicite Françoise. « Mais enfin, lui demanda ma mère, comment expliquez-vous que personne ne fasse la gelée aussi bien que vous, quand vous le voulez ?» Je ne sais pas d'où que ça vient, répondit Françoise, qui n'établissait pas une démarcation bien nette entre le verbe « venir » et le verbe « devenir ». Elle disait vrai du reste en partie et n'était pas beaucoup plus capable ou désireuse de dévoiler le mystère qui faisait la supériorité de ses gelées ou de ses crèmes qu'une grande élégante pour ses toilettes ou une grande cantatrice pour son chant. Leurs explications ne nous disent pas grand-chose. Il en était de même des recettes de notre cuisinière. « Ils font cuire trop à la va-vite, » répondit-elle en parlant des grands restaurateurs. « Et puis, pas tout ensemble. Il faut que le bœuf, il devienne comme une éponge. Alors, il boit tout le jus jusqu'au fond. Pourtant,
il y avait un de ces cafés où il me semble qu'on savait bien un peu faire la cuisine. Je ne dis pas que c'était tout à fait mâchelé, mais c'était fait bien doucement, et les soufflets, ils avaient bien de la crème. Est-ce Henri ? Demanda mon père qui nous avait rejoints et appréciait beaucoup le restaurant de la place Gaillon où il avait à date fixe des repas de corps. Oh non, je parlais d'un petit restaurant. Chez cet Henri, c'est très bon bien sûr, mais c'est pas un restaurant, c'est plutôt un bouillon. Weber ? Ah non, monsieur, je voulais dire un bon restaurant. Weber, c'est dans la rue Royale, ce n'est pas un restaurant, c'est une brasserie. Je ne sais pas si ce qu'il vous donne est servi. Je crois qu'ils n'ont même pas de nappe. Ils posent cela comme cela sur la table, va comme je te pousse. Sirop ? Oh, là, je crois qu'en fait de cuisine, il y a surtout des dames du monde. Monde signifiait pour Françoise demi-monde. Dame, il faut ça pour la jeunesse. Nous nous apercevions qu'avec son air de simplicité, Françoise était, pour les cuisiniers célèbres, une plus terrible camarade que ne peut l'être l'actrice la plus envieuse et la plus infatuée. Nous sentîmes pourtant qu'elle avait un sentiment juste de son art et le respect des traditions, car elle ajouta « Non, je veux dire un restaurant où c'est qu'il y avait l'air d'avoir une bien bonne petite cuisine bourgeoise. C'est une maison encore assez conséquente. Ça travaillait beaucoup. Ah, on en ramassait des sous là-dedans. Madame connaît bien, là-bas, à droite, sur les grands boulevards, un peu en arrière. » Le restaurant dont elle parlait avec cette équité mêlée d'orgueil et de bonhomie, c'était le Café Anglais. Alors j'ajoute que le Café Anglais, dont vous voyez la photo ici, a été fermé en 1913, mais pendant toute la durée de sa vie, c'était un endroit qui attirait tous les grands écrivains. Un café très réputé et très littéraire. Peu de temps avant ce dîner, la grand-mère emmène le jeune Marcel voir jouer une grande comédienne, la Berma. Et le narrateur, donc Marcel, est très déçu. Marcel va régulièrement jouer dans les jardins des Champs-Élysées, où il retrouve par hasard Gilberte. Gilberte, c'est la fille de Swann et Odette, qui est devenue Madame Swann. Une petite anecdote au sujet d'une lettre que le narrateur a envoyée à Swann et que Gilberte lui rapporte. Elle est assise sur une chaise de jardin. Car m'approchant de Gilberte, qui, renversée sur sa chaise, me disait de prendre la lettre et ne me la tendait pas, je me sentis si attiré par son corps que je lui dis « Voyons, empêchez-moi de l'attraper, nous allons voir qui sera le plus fort. » Elle l'a mis dans son dos. Je passai mes mains derrière son cou en soulevant les nattes de cheveux qu'elle portait sur les épaules, soit que ce fût encore de son âge, soit que sa mère voulut la faire paraître plus longtemps enfant afin de se rajeunir elle-même. Nous luttions, arc-boutés. Je tâchais de la tirer. Elle résistait. Ses pommettes enflammées par l'effort étaient rouges et rondes comme des cerises. Elle riait comme si je l'eusse chatouillée. Je la tenais serrée entre mes jambes comme un arbuste après lequel j'aurais voulu grimper. Et, au milieu de la gymnastique que je faisais, sans qu'on fût à peine augmenté les soufflements que me donnait l'exercice musculaire et l'ardeur du jeu, je répandis, comme quelques gouttes de sueur arrachées par l'effort, mon plaisir, auquel je ne pus même pas m'attarder le temps d'en connaître le goût. Aussitôt, je pris la lettre. Alors, Gilbert me dit avec bonté : « Vous savez, si vous voulez, nous pouvons lutter encore un peu. » Peut-être avait-elle obscurément senti que mon jeu avait un autre objet que celui que j'avais avoué. Mais n'avait-elle pas su remarquer que je l'avais atteint ? Et moi, qui craignais qu'elle s'en fût aperçue, et un certain mouvement rétractile et contenu de pudeur offensée qu'elle eut un instant après me donna à penser que je n'avais pas eu tort de le craindre, j'acceptai de lutter encore.
de peur qu'elle pût croire que je ne m'étais pas proposé d'autre but que celui après quoi je n'avais plus envie que de rester tranquille auprès d'elle.